L'autre jour, je me baladais dans ma bibliothèque et dans le rayon Société secrète, j'ai vu ça. La franc-maçonnerie, une fraternité révélée, et 3 minutes pour comprendre les 50 principes fondamentaux de la franc-maçonnerie. Tout comme toi, il y a plein de questions qu'on pop dans mon crâne. Attends, mais il y a pas un complot avec eux? C'est pas une société qui dirige tout dans l'ombre? Ah mais si ça se trouve, ils contrôlent la France en secret. Et c'est cette question qui m'a réellement intrigué. Bon, après avoir lu les livres, j'en suis venu à la conclusion suivante. En fait, attends, t'as cru que j'allais te donner la réponse aussi facilement? Sérieux, pour que tu la comprennes, faut déjà que je te parle de deux choses. Premièrement, l'histoire des francs-maçons, et ensuite, qu'est-ce qui se cache réellement derrière cette organisation? Quel est leur objectif? En fait, c'est un sujet tellement passionnant que je suis obligé de t'en parler. Chapitre 1, leur histoire. On est obligé de commencer par ça pour réellement les comprendre. La franc-maçonnerie, comme son nom l'indique, à la base c'est des maçons, qui au XIVe siècle en Angleterre décident de se regrouper dans ce qu'on appelle des loges. Des maisonnettes dans lesquelles ils vont s'échanger ou plutôt se transmettre les secrets du métier. On assiste donc à la naissance des grades, une hiérarchie qui permet aux maçons d'apprendre avec le temps l'observation et le travail. D'abord, on est apprenti, puis compagnon, et enfin, on devient maître. D'ailleurs, c'est le maître maçon qui transmet toutes les connaissances aux autres, parce que c'est le plus expérimenté. Au fait, ils sont, comme le veulent les mœurs de leur époque, inconditionnellement catholiques. Et dans leurs réunions, ils font souvent des prières. En plus d'être de simples maçons, ils ont développé des valeurs très fortes qui sont encore présentes aujourd'hui, comme la loyauté, le respect, l'honnêteté et l'ardeur au travail. On avance dans le temps, et vers le XVIIe siècle, des gens qui ne sont pas du métier sont acceptés en loge. On ne sait pas comment ni pourquoi c'est arrivé, car c'était un cercle très fermé, mais ça a permis d'effectuer une transition, celle de la maçonnerie opérative à la maçonnerie spéculative. En termes plus simples, on passe d'une communauté de travailleurs à une communauté de penseurs. Car tous ces nouveaux gens sont des hommes de bien, des hommes de loi, des ecclésiastiques et même des philosophes. En s'ouvrant à de nouvelles horizons, les francs-maçons abordent des idées nouvelles, et ces nouveaux gens deviennent petit à petit majoritaires. Néanmoins, les symboles sont gardés, prouvant le lien avec la maçonnerie opérative. Et même si leur signification diverge parfois de l'original, on comprend tout de suite leurs origines rien qu'en les voyant. La transition vers la maçonnerie spéculative prend fin le 24 juin 1717, lors de la création de la Grande Loge de Londres, qui par ailleurs a été formée en regroupant les 4 loges majeures de Londres. Ensuite, en 1721, le grand maître de la Grande Loge de Londres demande à un pasteur de rédiger la constitution des francs-maçons. Elle va pas être faite n'importe comment, bien au contraire. En fait, ce pasteur va utiliser les charges anciennes, les textes les plus anciens et les plus fondamentaux des francs-maçons pour la rédiger. Côté français, en 1738 naît la Grande Loge de France, reprenant certains principes de celle de Londres. Après, en 1773, il y a un de mes événements préférés, la création de la Grande Loge d'Orient de France. Et là, tu te dis sûrement, attends, mais pourquoi ils ont fait 2 loges en France? C'est quoi le but derrière? Eh bien, c'est une très bonne question, à laquelle je vais répondre tout de suite. Parce que leurs valeurs et leurs intérêts étaient différents, il y a eu une scission au sein de la Grande Loge de France. En fait, les vénérables maîtres de celle-ci ne voulaient pas se soumettre à des élections démocratiques. Donc la Grande Loge d'Orient fut créée en mettant en place des élections démocratiques et en centralisant le pouvoir. Au fait, vous saviez que Voltaire et Montesquieu, figures très importantes des Lumières, on les présente plus, étaient francs-maçons? Parce qu'ils ont quand même eu un impact sympa sur les maçons de la Grande Loge d'Orient. Car en voulant chercher une explication logique et non surnaturelle des choses, ils ont fait s'écarter la religion de la Grande Loge d'Orient. Mais l'inverse est aussi présent avec les Illuminés, qui veulent s'éloigner de la lucidité rationnelle des Lumières et font des incantations magiques pour entrer en contact avec Dieu. Là, on arrive à ce que j'aime le plus chez les francs-maçons, leur diversité. En fait, sous le même nom et les mêmes symboles, plein d'avis et de pensées différentes s'agitent, et je trouve ça trop bien. Maintenant, si t'es perspicace, tu te demandes sûrement comment ils font pour cohabiter. Et si tu l'es encore plus, tu te dis que c'est via les différentes loges qu'est possible leur diversité. Si c'est ton avis, bravo, parce que sans même que je te donne un élément central, t'as presque trouvé la bonne réponse. Les obédiences. C'est des groupes de loges dirigés par les mêmes rites, les mêmes valeurs et démocratiquement par les représentants des loges. Pour ce qui est un rite, on en reparle plus tard. Pour l'instant, voici les obédiences les plus importantes. Déjà, on a les obédiences dites régulières, avec la Grande Loge d'Angleterre au centre. Ici, la croyance en Dieu est obligatoire et tu dois prêter serment sur un livre sacré. Que ce soit la Bible, la Torah ou le Coran, on s'en fout tant que c'est un livre sacré. Elles sont exclusivement masculines et on ne parle ni de religion ni de politique. Et en 1990, quand ce livre a été écrit, sur les 8 millions de francs-maçons, 7 étaient réguliers. Après, on a les obédiences dites progressistes, qui ne sont pas reconnues par les régulières et qui sont même appelées par elles irrégulières. Alors que perso, c'est celles qui ont les valeurs que je préfère. Parce qu'il y a des loges mixtes, un esprit de liberté laïque et de conscience absolue. On peut aussi y parler politique et religion, ce qui entraîne des débats sociétaux. Le tout est de faire preuve de tolérance et de respect, laissant chacun s'exprimer librement. Toujours en 1990, il y avait 80 000 frères et sœurs sur 43 obédiences dites progressistes, dont la Grande Loge d'Orient française. Et enfin, même s'il y en a plein d'autres mais moins importantes, les obédiences spirituelles. En gros,
gros, c'est un mix entre les deux. Et il parle de spiritualité. La Grande Loge de France en fait d'ailleurs partie. Maintenant que je sais que tu sais, et si on revenait à l'histoire franc-maçonne? Parce qu'en réalité, c'est qu'en 1860 qu'est affirmée dans la Grande Loge d'Orient la laïcité et la liberté. Et c'est seulement en 1877 qu'est supprimée dans les obédiences progressistes l'obligation de croire en Dieu. Ce qui fait que maintenant, dans les rituels, il n'y a plus du tout de rapport avec lui. Avec Napoléon, les francs-maçons gagnent de plus en plus de terrain, car ces derniers partagent les mêmes idées que Napoléon veut transmettre, ou en tout cas qu'il veut faire croire qu'il transmet. Cependant, depuis la moitié du XVIIIe siècle déjà, des critiques, que dis-je, de l'antimaçonnisme sont présents. Regardez, cette caricature des rituels maçons, elle me fait trop rire. Mais derrière se cache une réalité satirique et parfois même persécutionniste. Par exemple, l'église et les papes n'aiment pas trop les maçons, car ils sont pas totalement catholiques et ils ont des rituels. Bref, ils les aiment pas trop. Donc, ayant la haine contre les francs-maçons, ils assurent de grosses réactions anti-maçonniques. Par exemple, en associant les complots francs-maçons avec les complots juifs, qui sont par ailleurs de grosses absurdités. Ou encore avec l'histoire de Léo Taxil. Donc Léo Taxil, c'est un gars qui écrit des histoires pour les vendre et se faire de la thune. Mais son business marchant plus trop bien, il décide de s'attaquer directement aux francs-maçons dans ses histoires, ou plutôt dans ses bobards, parce qu'il racontait que des conneries absurdes sur eux, mais satanique, diable au rituel ou encore orgie, bref, que du bullshit. Sauf que le pape et l'église, ils kiffaient se moquer d'eux, et du coup, ils kiffaient aussi Léo et ses histoires. Dites-vous qu'il a quand même rencontré le pape de l'époque, en 1894. Sauf que coup de théâtre, quand en 1897, il avoue que toutes ces histoires n'étaient que des canulars. Malgré tout, les francs-maçons sont présents partout, et on pourrait même se demander si 1789 ou même la révolution de la Commune de Paris en 1871 n'aurait pas été organisée par des francs-maçons. En effet, ils ont gagné beaucoup d'adeptes lors du 19e siècle, et c'est sûr qu'il y en a eu dans la politique. Sauf que selon ce livre, et je le crois, ces révolutions n'ont pas été organisées par les francs-maçons. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'au début du 20e siècle, ils étaient ultra puissants. Dites-vous que Jules Ferry, plusieurs sénateurs, députés et même ministres étaient francs-maçons. Toujours selon l'auteur, la Grande Loge d'Orient en France en 1902 s'identifie presque à l'État. C'est une dinguerie quand on y pense, et y a pas qu'en France où les francs-maçons contrôlent presque l'État. Connaissez-vous l'establishment anglais? C'est une aristocratie qui dirigeait littéralement l'Angleterre et toutes ses fonctions. Bah dites-vous qu'à l'époque, elle est largement composée de francs-maçons. Le roi d'Angleterre, Édouard VII, était même le grand maître de la Grande Loge Unie d'Angleterre. Enfin, dans le reste du monde, l'ordre franc-maçon se multiplie. Et nombre de figures ayant libéré des États africains par exemple de la dictature étaient francs-maçons. Mais c'est pas tout! Aux États-Unis, 4 présidents du 20e siècle l'étaient. Les deux Roosevelt, Johnson et Truman. De plus, l'ordre s'est propagé dans tous les États des States. Les loges sont maintenant des laboratoires d'idées où l'on s'efforce d'échanger sur la société avec plus ou moins d'efficacité. Plus ou moins d'efficacité car les francs-maçons et le totalitarisme, ça fait deux. Et ouais, pendant toute la Seconde Guerre mondiale, avec Staline, Hitler, Mussolini et le régime de Vichy, les loges se sont faites toutes petites. Pour ce qui est de notre époque, j'ai pas assez de connaissances pour m'avancer et ce livre qui retrace majoritairement l'histoire des francs-maçons n'a été publié qu'en 1990. Mais je suis sûr que les francs-maçons comptent encore parmi leurs rangs des grandes figures de notre monde. En général, on ne sait que lorsqu'il est mort qu'un gars appartenait aux francs-maçons. Ou alors il le dit de lui-même, mais ça arrive très rarement car ça peut lui poser des problèmes d'opinion publique. Alors si à l'époque, Mozart, George Washington, Benjamin Franklin et même Clémenceau en France étaient francs-maçons, je suis persuadé que des multimilliardaires ultra puissants, voire même des présidents, le sont encore aujourd'hui. Chapitre 2, pensée maçonne. Là on a regardé que la partie immergée de l'iceberg, avec leur histoire et quelques principes fondamentaux. Mais si justement on rentrait plus en détail dans ces principes pour voir ce qu'est réellement la pensée franc-maçonne. Parce que si ça se trouve, elle est dangereuse. Oui, il y a des ésotériques ou même des alchimistes, mais ils sont tellement minoritaires que ça sert à rien d'en parler. Donc allons voir ce qui est valable pour la majorité, en commençant par revenir une dernière fois sur les loges. Elles se ressemblent toutes. Et ce, pour que les maçons ne se sentent pas dépaysés et supposent l'existence d'une communauté. En réalité, c'est même plus qu'une supposition. La loge n'est que le fruit d'un amour fraternel inconditionnel entre les maçons. C'est bizarre dit comme ça, mais c'est la vérité. Un maçon ne se dit comme tel que parce que d'autres frères l'ont initié. Il ne peut exister sans eux et il n'y a pas de maçon isolé. Les obédiences, même si elles écrivent les règles, sont le fruit d'une démocratie et de votes de loges. Loges qui possèdent les mêmes valeurs des représentants élus par les frères. Dit simplement, l'obédience est l'attrait communautaire ultime des francs-maçons et elle ne serait rien sans les loges. Ou plutôt sans la fraternité. D'ailleurs, quelles sont les valeurs qu'ils partagent? Il y en a beaucoup honnêtement, mais les principales partagées par tous, quelle que soit l'obédience, sont au nombre de 11.
et je les classerai par groupe. Sagesse, force, beauté, liberté, égalité, fraternité, solidarité, laïcité, philosophie, honnêteté et morale. Au fur et à mesure que j'écris cette vidéo, je me dis que j'ai pas mal de points communs avec les francs-maçons, surtout les progressistes, c'est assez drôle. Ensuite, je veux vous parler du langage symbolique, c'est super important, car c'est un langage basique et propre aux francs-maçons qui permet d'expliquer des concepts abstraits en analogie symbolique. Cela tout en gardant à l'esprit les valeurs de la fratrie rien qu'en voyant une image. Mais également de perpétuer leurs origines dans le temps, car évidemment on parle de symboles de la maçonnerie dans le sens figuré. Par exemple, l'équerre c'est la matière et la terre, le compas c'est l'esprit et le ciel, et la truelle c'est la fraternité. Néanmoins, les symboles, même s'ils sont utilisés par tous, ont des interprétations différentes selon l'obédience. Par contre, les francs-maçons ont un langage et un alphabet maçonnique qui lui est universel. Quand j'étais petit, je rêvais d'avoir un langage codé, putain. Dorénavant, tu sais comment ils communiquent et à peu près comment ils pensent. Mais je veux aussi t'apprendre comment eux ils apprennent justement, via les rites et les rituels qui vont avec. Un rite, c'est un ensemble de grades qui mènent à une façon d'évoluer et de suivre un chemin initiatique. Les grades principaux dits bleus sont les suivants: apprenti, compagnon et maître. Je les ai déjà dit au début de la vidéo, mais c'est intéressant de voir que c'est encore les mêmes après plus de 650 ans. Ensuite, selon les obédiences, les rites suivants sont différents. Par exemple, le rite français comprend 7 grades et le rite écossais ancien et accepté en comprend 33. Aussi, les grades au-dessus de maître sont dits hauts grades. En réalité, ils apprennent pas que grâce aux grades, mais surtout grâce à une croyance commune à toutes les obédiences, la possibilité de l'homme à s'améliorer. Le chemin initiatique reprend cette idée via le travail sur soi mental et physique. Et le mythique temple de Salomon reprend symboliquement ce chemin où chaque pierre posée est une étape vers la société et l'humain parfait. En fait, le temple de Salomon, c'est un de mes symboles préférés car il nous mène au mythe d'Hiram, qui au final est à la base de beaucoup de symboles et de principes francs-maçons. Donc Hiram, c'est l'architecte du temple de Jérusalem, également appelé, tu l'as deviné, le temple de Salomon. Et du coup, il y a 3 gars qui lui demandent le secret de sa maîtrise de la maçonnerie, symbolisés tous 3 par les pires défauts francs-maçons qui t'empêcheront d'en devenir un si tu le veux: l'ignorance, l'ambition et le fanatisme. Le truc, c'est qu'Hiram, il veut pas donner ses secrets et il va absolument pas leur dire. Du coup, il l'assassine. Ainsi, on comprend plein de choses. Déjà que les secrets de la franc-maçonnerie sont incommunicables par nature, car ils sont trop incroyables et trop puissants pour être dits à n'importe qui. Ensuite, Hiram, c'est le père des francs-maçons. Je pense que le lien entre lui qui est architecte et les maçons opératifs de l'époque est évident. Enfin, que les profanes sont souvent mauvais. Les profanes, c'est les gens qui sont pas francs-maçons, les moldus si tu préfères. Dans cette histoire, c'est les 3 gars qui tuent Hiram. Aussi, ce mythe m'amène à parler de l'un des derniers éléments de mon petit récit du jour, la géométrie. C'est un architecte qui plus est chargé par le roi Salomon en moins 500 de construire son temple. Donc évidemment que je vais te parler de la nature sacrée de la géométrie pour les francs-maçons, qui est d'ailleurs symbolisée par la lettre G juste ici. Du coup, la géométrie, c'est pour les francs-maçons une manière de penser le monde harmoniquement, de construire une humanité meilleure où chacun met une pierre à l'édifice. Je pense qu'on retourne encore à l'idée du temple de Salomon. Enfin, pour vous, est-ce que le franc-maçonnisme est une religion? Tout ce qu'on dit oui, c'est faux, et ce selon lui, car il n'a pas de dogme hormis celui de croire en la perfectibilité de l'homme. On peut ainsi partager de multiples visions de la vérité selon notre avis et notre expérience avec la vie. C'est pour ça que la franc-maçonnerie est composée de plein de courants différents, théosophes, alchimistes, ésotériques, etc. Un autre truc à prendre en compte, c'est qu'ils recherchent la transcendance. Mais pas dans le sens divin, pour eux elle agit comme un désir humain de se relier et de former quelque chose de plus grand. On revient encore et toujours à ce bon vieux temple de Salomon. En maçonnerie, aucune voie, aucun rituel n'est plus légitime ou meilleur que l'autre. La dignité humaine et les libertés sont les préoccupations centrales. De plus, lors des rituels et des passages de grade, des mythes de l'imaginaire sont évoqués et mis en scène, comme le mythe d'Hiram ou la réincarnation de bâtisseurs de temples. Il n'y a aucun attrait religieux ou sectaire derrière, c'est uniquement dans le but de faire méditer, réfléchir et évoluer les initiés. D'ailleurs, en parlant de secte, on peut se dire que les francs-maçons est une société secrète, mais en réalité, c'est une société discrète. Les loges en France sont même depuis 1901 des associations. Néanmoins, voici tout ce qui est réellement secret chez les francs-maçons. Déjà, tu peux révéler aux autres appartenir à la maçonnerie, mais jamais l'appartenance d'un frère pour respecter sa vie privée. Et évidemment, ne pas lui causer des problèmes vis-à-vis de l'opinion publique face au maçonnisme. Ensuite, tout ce qui est dit en loge reste en loge pour permettre à tout le monde de parler librement sans envisager quelques représailles que ce soit. Aussi, les règlements d'argent entre loges et autres documents confidentiels sont secrets. Et enfin, le grand secret maçonnique. C'est un secret incommunicable et inviolable car il est de l'ordre de l'expérience vécue. On l'apprend via son parcours initiatique et son travail personnel. Car comme l'a dit Casanova, maçon du XVIIIe siècle, un maçon qui ne le sait que parce qu'il l'a deviné. Il ne l'a appris de personne, il l'a découvert à force d'être en loge, d'observer, de raisonner et de déduire.
C'est incroyable. Si tu te souviens bien, la question de début de vidéo était de savoir si la France était dirigée par les francs-maçons. En fait, on sait pas, puisqu'on ne sait juste pas qui est maçon et qui ne l'est pas. Pour la simple et bonne raison que nous ne sommes pas maçons nous-mêmes. Après, comme je l'ai dit plus tôt, il y a des chances pour que des gens influents le soient, car ils partagent souvent les mêmes idées que les maçons et adhéreraient bien aux débats qu'ils proposent. Donc si la France, voire même le monde, n'est pas gouverné par les maçons, je pense qu'il est vraiment influé par les idées naissant dans les loges.